Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver dans Bonjour d'Algérie le mercredi et le jeudi matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie et la Régie 7, bien entendu, et toute l'équipe qui vous accompagnera jusqu'à 9h30 ce matin, comme tous les jours de la semaine. Nous sommes donc le mercredi 20 mars. Nous aurons le plaisir à recevoir donc les deux rubriques habituelles du mercredi matin, à savoir Hamid Belkacem dans sa rubrique Environnement. Aujourd'hui, il traitera des déchets en mer et surtout le plastique en mer. Comment peut-être y remédier avec les nombreuses associations qui y travaillent en tout cas et qui essayent d'éradiquer un petit peu ce mal qui nous gangrène. Nous allons également parler de nettoyage et surtout ce phénomène qui a surtout envahi tous ces réseaux sociaux, qui est une véritable épidémie, en tout cas avec beaucoup de bonheur, puisque pour une fois c'est une épidémie qui est assez intéressante. C'est le Trash Tag Challenge. Ce challenge qui a fait entendre parler donc de cet Algérien. Il s'agit de Younes Drissitani qui sera sur notre plateau et c'est l'invité de Kamel Swig à travers sa rubrique, bien entendu, le Start-up. Mais cette fois-ci, il ne parlera pas de Start-up, mais plutôt de ce phénomène sur les réseaux sociaux, le défi algérien qui, en tout cas, a fait beaucoup parler de lui à travers le monde entier. C'est une véritable épidémie. On en parlera tout à l'heure avec notre invité et Kamel Swig. Nous aurons le plaisir aussi de parler de théâtre avec cette pièce théâtrale qui sera jouée après Oran. Elle sera en tout cas sur Alger. Ce sera aujourd'hui et le 22 de ce mois avec Ziani Shrif Ayed qui sera sur notre plateau, le metteur en scène. Il viendra nous présenter la pièce Harlequin, Vallée de 2 mètres sur notre plateau. Il nous en dira plus en tout cas. Et bien entendu, vous aurez le plaisir d'aller retrouver cette pièce théâtrale cet après-midi, enfin à partir donc de 18h au TNA. Et puis on aura le plaisir de parler des arts martiaux, le sport est aussi au rendez-vous avec la région donc, de Tizi Ouzou, donc un stage traditionnel de judo pour enfants. Ça sera le 22 et le 25 de ce mois. On en parlera avec bien sûr les organisateurs et puis un dan, on appelle ça 9e dan de judo qui sera sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez passer un très bon moment de notre compagnie, en tout cas comme d'habitude. Et puis on vous laisse en compagnie de Mina Abed pour nous donner les nouvelles du ciel. Suivez l'air du temps avec Mobilis. La voici, la voilà. Bonjour Mina. Bonjour. Vous êtes contente aujourd'hui hein? Comme je sais que tout le monde est content quand il voit les pluies, surtout Amel Haribi. Ah, hier, oui. Elle l'a annoncé avec un grand sourire, là, le retour des pluies, le retour des pluies. Depuis le temps qu'on attendait. Et la carte, comme on la voit actuellement, oui. Avec des nuages, la pluie. Les nuages chargés en pluie. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Il a quand même fait chaud et on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas. Là, il fait frais. Il fait vraiment frais. Il fait même froid. Il fait froid, carrément. Oui, en journée, surtout la nuit. On vous écoute. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Effectivement, on note le retour des pluies. Hein. C'était à partir d'hier, ça va encore continuer. Aujourd'hui, avec des pluies en journée sur le centre, ça va s'accentuer progressivement à partir de cet après-midi sur le centre et l'est du pays. De la neige également en début de matinée. Hein. Les chutes de neige atteindront les 1000 mètres d'altitude sur les régions sahariennes. On notera un ciel peu nuageux avec quelques pluies éparses. Cette fois-ci, sur le Nord Sahara, les oasis, un ciel dégagé vers l'extrême sud, le Sahara central, le Guerre de Tassili ou encore le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une baisse du mercure avec, sur la moitié nord, un minimum de 8 degrés à Batna, on notera 9 à Djelfa, 11 degrés à Sétif, 14 degrés seulement à Alger, Tizi Ouzou, on notera 15 degrés à Tiaret, ainsi qu'à Annaba, 20 degrés à Hassim Saoud, 30 degrés à Elizi, 27 à Tanalasset Janet, 31 degrés à Adrar, Ain Salah, et puis on notera une hausse du mercure cette fois-ci vers l'extrême sud avec un maximum de 40 degrés. On passe tout de suite à l'Europe. L'Amérique du Nord, et bien pour aujourd'hui, le ciel restera plutôt couvert, notamment à Dallas, Montréal, New York, Washington, un ciel peu nuageux à Miami ainsi qu'à Mexico dégagé à Vancouver, et puis on notera des averses du côté de Chicago, encore Los Angeles côté Mercure. On notera 18 degrés à Vancouver, 8 seulement à Montréal, Chicago, 12 degrés à New York et 13 à Washington, 25 à Miami, enfin 24 degrés à Mexico. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition. Les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La
La météo vous a été présentée par Mobilis. Samina, donc faites attention, ne sortez surtout pas sans vos parapluies, vos vestes, parce qu'il fait un petit peu frais. Et soyez prudents sur les routes, bien entendu. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. À tout à l'heure, midi et 19h. Restez attentifs aussi à notre programme, attentive à notre programme, bien sûr. Bien sûr, comme d'habitude. Allez, on va vous laisser repartir avec une belle chanson. C'est Babylone qui chante le Jowel. مع أصحابي جوال ماشي في طريقي قهوة وقر ودخان يا والأمور علي شالي والموسيقى ديال زمان قرب يا حبيبي ليلي ونهاري غناير واحد سمع القوابي وأنا مع أصحابي جوال ماشي في طريقي قهوة وقر ودخان يا والأمور علي شالي والموسيقى ديال زمان قرب يا حبيبي نهاري غناير واحد سمع القوابي قولوا للناس قولوا للحاضرين قولوا للغايبين خديت وقتي خلاص قولوا للي جرني وانساني ما نقطعش الياس ما نقطعش الياس مع أصحابي جوال سمعت صوتي نادي من البعيد راه جاي وقيل وليد بلادي عوام وسنين عداو هو في الغربة غادي جاتو ريحة البلاد جاي سمع الحراشي وانا مع أصحابي جوال سمعت صوتي نادي من البعيد راه جاي وقيل وليد بلادي عوام وسنين عداو هو في الغربة غادي جاتو ريحة البلاد جاي يسمع الحراشي يا الرايح وين مسافر بالك تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي قبلك وقبلي مع أصحابي جوال بحر هواوي بعشي وخزمان الخلوي بعيد التاني عنجوك راني سهران والقمر ضواني يلي في همومك حيران روح تسمع ولادي بلادي أنا مع أصحابي جوال بحر هواوي بعشي وخزمان الخلوي بعيد التاني عنجوك راني سهران والقمر ضواني يلي في همومك حيران روح تسمع ولاد بلادي هي السينا ما درتي فينا انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. C'était donc El Jowel avec cette belle voix donc, du groupe Babylone. Nous allons parler quatrième art à présent. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Cette pièce théâtrale qui a donc été projetée et surtout été jouée surtout à Oran. C'était le 16 de ce mois. Et bien aujourd'hui, ce sera le tour donc des Algérois de profiter de cette belle pièce théâtrale et surtout de cette belle histoire. Avec nous, Monsieur Shrif Hayed, Ziani Shrif Hayed. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Metteur en scène, dramaturge. Oui, oui, absolument. Vous avez à votre actif une trentaine de pièces déjà. Oui. On a eu. Oui, à peu près. Et qui ont été jouées ici sur Alger, mais pas que. Vous avez représenté aussi l'Algérie un peu partout à travers différents festivals de théâtre. Absolument, oui, dans les pays arabes, en Europe, aux États-Unis, enfin un peu partout. Oui. Magnifique, ouais. Belle aventure oui, dans le domaine théâtral. Oui, très belle, oui, absolument. On a eu l'occasion de vous recevoir plusieurs fois sur notre plateau. Ah ben ça devient, oui, non, mais je suis chez moi là. Tout à fait, j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec vous quand vous étiez aussi à la direction du Théâtre National Wahidine Bachtarzi, vous en étiez le directeur.
directeur? Oui, absolument, en 2002-2003. C'est ça, pour l'année de l'Algérie en France. Et en même temps, je dirigeais l'année de l'Algérie en France. C'est cela. Une belle aussi, un beau florilège de pièces théâtrales qui étaient donc jouées en France. Oui. Pratiquement tous nos grands auteurs, nous avons pu, durant cette année, réaliser leur production. Ouais. Exactement. Et ça continue grâce à ces festivals qui sont organisés un peu partout, notamment ici en Algérie avec le théâtre professionnel aussi, et qui montrent un petit peu toute cette richesse qui existe encore en Algérie à travers donc, le jeu théâtral, mais pas que, l'écriture théâtrale aussi, qui est très importante. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a des énergies, il y a des énergies, il y a des volontés de travail. Il reste que ces dernières années, malheureusement, on a des problèmes de gestion, des problèmes de personnes, de direction. Par contre, là, à chaque fois que je monte un spectacle, je viens rarement, mais quand je monte un spectacle avec des comédiens, mais franchement, on est en train de perdre énormément d'énergie comme ça. Et je l'ai dit quand j'étais directeur du Théâtre National, qu'il faut pas complètement faire la rupture avec ce qui s'est passé, bien au contraire, mais en même temps capitaliser toutes ces expériences, parce qu'il y a eu de très belles expériences. C'est vrai. Mais malheureusement, ces belles expériences ont toujours été dues à des personnes. Et si on devait retracer l'histoire du théâtre, ça aurait été un théâtre magnifique, qui a été donc à l'avant-garde, à l'éveil, bien sûr, du peuple algérien, durant la colonisation, par exemple. Regardez, moi je dis... Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, tout ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, toutes ces revendications, toute cette énergie, beaucoup de choses positives, ce qui se passe aujourd'hui. Si on reprend un peu les pièces de théâtre qui ont été jouées, depuis 62 à ce jour, nous allons voir que le théâtre, mais franchement, beaucoup d'autres pièces étaient à l'écoute. Ceux qui les ont montés, ceux qui les ont écrits, ont été des observateurs authentiques de leur société. Et à travers eux, à travers ces pièces, on remarque si ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a eu comme ça des flashs, il y a eu des attention, par rapport à certaines pièces. Je parle de Les Jouets de Alloula, Hafilat Tassir que j'ai monté, Babour Ghraq. Si on voit que tout ça, après, en fin de compte, on se dit, ce qui se passe aujourd'hui, il y a eu des alertes. Voilà, des alertes. Alors, cette fois-ci, vous revenez avec une pièce assez dans l'humour aussi, beaucoup d'humour. Arlequin, maître, donc Arlequin, valet de 2 mètres, c'est cela. Et bien entendu, c'est une pièce qui a été jouée, bien sûr, du temps de Abdelkader Alloula, Allah yarhamou. Il a donc eu cette belle adaptation. Et là, pour lui rendre hommage, vous avez décidé donc de réadapter la pièce, encore une fois. Alors, moi je suis mal à l'aise par rapport à cette histoire d'hommage, concernant les pièces, concernant quand on monte une pièce de théâtre. Il faut bien sûr rendre hommage à des personnes qui ont été des lumières par moments, qui nous ont illuminés par leur talent, par leur engagement, etc., etc. Par contre, dans le théâtre, quand on monte un spectacle d'un auteur, à chaque fois, on a cette habitude de dire c'est un hommage. Mais là, je le dis par exemple, quand on monte Molière, est-ce que c'est un hommage? Il est monté un peu partout. Tout simplement parce que c'est un grand auteur, universel. Ces pièces concernent tout le monde, parce qu'elles concernent l'humanité. Et donc, on monte ces pièces, elles restent toujours d'une actualité brûlante, à chaque fois par rapport aux lectures qu'on donne, selon les âges, selon les périodes et selon les pays. C'est ça, comme Goldoni, qui avait comme signé, Goldoni, bien sûr, cette voilà, pièce. et comme Alloula par exemple. Voilà. Mais à chaque fois, quand on monte Alloula, on se dit hommage. Non, c'est un auteur comme d'autres auteurs qui nous parlent. Ces pièces restent vivantes, donc ça veut dire c'est un grand auteur. Exactement. Ça veut dire que ces pièces ne sont pas, comment Parties dire, dans l'oubli. Non, dans l'oubli, ou bien ne sont pas uniquement marquées par une circonstance. Non. C'est un auteur qui était très, très, très sensible à sa société. Il a vécu sa société. Et puis, en fin de compte, le local devient universel. Le Joued est une pièce, bien sûr, qui concerne, quand on voit le Joued et les personnages de le Joued, c'est le Medine Jdida vivante, c'est les personnages populaires de Medine Jdida. Mais ces personnages vivants sont aussi, on les retrouve aussi en Italie, on les retrouve un peu partout. Voilà. Donc, c'est là la force d'un auteur. C'est là. Et donc,
Dès qu'on dit hommage, c'est comme si c'est juste un peu pour se rappeler de la mémoire. Alors que non, c'est pas uniquement une question de Mais mémoire. en fait, c'est pour se rappeler la grandeur de l'auteur. Voilà, et qui est toujours présent avec nous, Exactement. et qui nous interpelle. Et peut-être qu'il était parmi vous lors de la première aussi à Oran. Absolument. Voilà, à travers donc, ce beau spectacle au niveau du théâtre régional d'Oran. Et bien sûr, le 16. et à mon avis, c'était bien de le faire, de donner la première d'abord à Oran. D'abord parce que c'est une coproduction, TNA, TRO. Oui. Et ensuite, bien sûr, c'est un théâtre chargé d'histoire. Il y a l'âme de ces auteurs, de ces comédiens. Et donc, et on retrouve un public, c'était un public bigarré. Il y avait le public qui connaissait Abdelkader Alula, d'autres plus jeunes qui ne l'ont pas connu, ils en entendent parler. Et donc, oui, c'était une belle réunion. C'était une belle réunion. Alors, on va parler aussi bien sûr, de l'adaptation. Donc, Mohamed Bourahla aussi, qui a adapté cette pièce. Alors, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce n'est pas une adaptation. Moi, j'appelle ça dramaturgie. D'accord. C'est-à-dire que je prends le texte. Le texte, il est très long. Il y a 3 heures à peu près dans le texte original. Et moi, j'en voulais faire une pièce beaucoup plus courte. Ce qui fait, j'ai demandé à écourter la pièce de Goldoni. Oui. Et la deuxième approche, c'est une dramaturgie par rapport à ma vision du spectacle en tant que metteur en scène. Alors, sur le plan artistique, Goldoni a écrit ça au départ pour un acteur de la Commedia dell'arte. C'était pour lui, il lui trouvait un talent extraordinaire. La Commedia dell'arte, il n'y a pas de texte pour la Commedia dell'arte. On n'écrit pas des textes classiques comme on connaît. La Commedia dell'arte se joue à partir d'un argument. Mais il y a des personnages typés, avec des caractères, avec des masques. Donc voilà, il y a ça. Par contre, la pièce, c'est à partir d'un argument, ce qu'on appelle un canevas, et à partir de là, ils vont le développer en improvisant sur le... Très difficile, un exercice difficile. Oui, c'était un exercice difficile, mais donc il fallait vraiment des grands comédiens. Exactement, pour pouvoir le faire. Pour pouvoir le faire, cela. Et c'est un théâtre populaire dans le bon sens du terme. Oui. Et donc... comment le jouer ici maintenant par rapport à une autre vision, par rapport à... Je me dis, bon, bien sûr c'est du théâtre populaire, la Commedia dell'arte est la Commedia populaire, essayons de trouver un point commun. Oui, un dénominateur commun entre le théâtre populaire et la Commedia dell'arte et notre théâtre populaire à nous. Et c'est là où j'ai rajouté, et de là, j'appelle ça dramaturgie, c'est les comédiens qui jouent les personnages. Donc on a un plateau sur un plateau. C'est ça. On a le c'est plateau. ce que vous avez toujours voulu faire à travers votre parcours aussi. Ouais, exactement. Et donc comme la Commedia dell'arte se joue toujours sur des tréteaux, c'est le théâtre populaire, ambulant. Et donc on a mis un tréteau, mais au lieu qu'il soit rectangulaire, on l'a mis circulaire, donc en rond, la halqa, pour rappeler la halqa. Alors, ce qui fait, les personnages sont, les comédiens sont personnages quand ils sont dans cette halqa, et dès qu'ils sortent de cette halqa, ils sont toujours présents sur scène, et là, ils deviennent les commentateurs du spectacle. D'eux-mêmes, bien sûr. Voilà, du jeu, ils soulignent des situations, etc., etc. Et de là, intervient quelque chose, une espèce de magie très belle, que je trouve en tout cas très belle, c'est à la fois l'Italie, la Commedia dell'arte, le jeu de la Commedia dell'arte, sans le code vraiment pur. En tout cas, c'est un grand théâtre. Et notre théâtre populaire, la halqa, la musique populaire, nous avons un musicien sur le plateau, etc. Voilà. Et bien sûr, la scénographie, on salue aussi Alstrel Voilà, bien sûr. Alors là, il y a aussi, bien sûr, les artistes avec qui on travaille. Oui, on travaille depuis très longtemps. Alstrel Arbi, en tant que scénographe, il a collaboré avec moi dans plusieurs spectacles. Aussi. La musique, donc, moi, c'est la première fois que j'ai affaire on a travaillé ensemble avec Sensabil, mais là, il a été... Vraiment, c'est la musique que j'aime dans le théâtre. Ce n'est pas une musique d'intermède, c'est des sons, c'est des musiques, c'est des chants qui font partie de la dramaturgie. Voilà. Ça. Alors, Mohamed Himour aussi, c'est un comédien qui est brillant aujourd'hui, qui a aussi été parmi la première pièce de Alula. Donc là, dans la distribution, il y a pratiquement 3 générations. Il y a cette génération de Himour et de Lhani, qui est aussi un excellent comédien du théâtre régional de Batna. Et il y a une autre génération avec Abbas Islam. Et puis, il y a cette jeune génération, mais vraiment une jeune génération, dont
Mustapha qui joue le rôle de Comment d'Arlequin. vous avez fait pour la distribution, justement? Vous avez été chercher Oui. ceux qui Oui, oui, étaient oui, oui. à votre Absolument. regard, Oui. J'ai vu des qui spectacles. sied très bien au rôle? Exact. J'ai vu des spectacles et Très à bien. partir de là, j'ai choisi des comédiens. Vous avez travaillé, c'est- fait des c'est- répétitions. Alors là aussi, on revient sur ce travail-là, c'est que, en fin de compte, tout le travail d'un metteur en scène, c'est d'abord d'insuffler Oui. une atmosphère de troupe. Et surtout ça. dans C'est ce très genre de théâtre important, populaire. oui, oui. Donc une atmosphère de troupe où il n'y a pas d'ego, où tout le monde est concerné par le spectacle. Et quand je dis tout le monde, pas uniquement ceux qui sont sur le plateau, même les machinistes, les C'est éclairagistes, ça. etc. C'est pas trop difficile d'avoir des comédiens qui viennent d'un peu partout pour pouvoir donc se voir justement et en faire qu'une une personne sur scène. C'est ça, non, mais c'est ça aussi le travail. D'abord, il y a un travail artistique, bien sûr, la direction D'accord. d'acteurs, etc. Mais surtout, pour avoir tout ça, il faut d'abord trouver ce moteur ce fédérateur. point, voilà, qui fait que c'est tous sont comme si c'est une troupe qui a vécu depuis je ne sais plus combien d'années, qui travaille ensemble. Et si on n'a pas ça sur le plateau, si ça ne se dégage pas sur le plateau, ce plaisir de travailler ensemble, C'est etc., sûr, c'est sûr. eh ben, on a raté notre pièce, même si on a des grands comédiens. Donc vous êtes un homme heureux aujourd'hui, grâce à ce spectacle déjà d'Oran, puisqu'il y a eu un monde fou. Oui, donc les gens étaient au rendez-vous. Exact. Et les comédiens ont été bien applaudis. Ah oui, non, vraiment, ça a très bien marché. J'étais un peu, je savais pas comment le public va, parce qu'il faut dire aussi qu'on a perdu le public de théâtre. Hein. On n'a pas encore un vrai public de théâtre, un public qui Comprend, voit, qui comprend un peu le sens de la lumière, qui écoute et entend et écoute un texte, un beau texte, aussi regarde une scénographie avec le sens qu'on veut donner à travers la scénographie. C'est Ce n'est très pas important, uniquement bien sûr. de la décoration, parce que c'est aussi quelque chose d'important dans le théâtre. Donc, malheureusement, on a perdu. Il reste bien sûr, quelques... Ça dépendra des pièces et mais de l'effort de chaque Voilà, ça metteur en dépend des scène. pièces, ça dépend aussi de l'effort. Non, et en même temps, il y a un travail pédagogique à faire, il y a des débats à faire, il y a plein de choses à faire comme on faisait avant. C'est tout parler à avec fait. le public, etc. C'est une habitude aussi qui s'est perdue, c'est vrai. Oui, Donc, absolument, comme vous le disiez, avoir un débat avec le Oui, public, avec c'est le très public, important. oui, ce qu'on Lors fait- des filages, quand il y a des filages aussi. Oui, c'est ce qu'on faisait avant, c'est qu'on parlait au public. Les médias aussi ont un rôle très important pour pouvoir informer au maximum et vendre du mieux possible la pièce. Voilà, par exemple, là aussi, bon, c'est tout à discuter. Combien qu'on a de pages de culturel dans tous les journaux, je ne sais plus combien il y a de journaux, qu'est-ce qu'il y a comme Aujourd'hui, page vous avez culturelle. aussi un autre atout à votre avantage, les réseaux sociaux. Ah bien qui sûr. peuvent Là, il vraiment faut les relayer investir. Voilà, ce- là, il faut vraiment les investir. Mais oui, d'accord. Mais en même temps, des critiques de théâtre, quelque chose, Oui, dans n'importe bien quel sûr. pays, il y a tout ça, les réseaux sociaux et tout. Mais quand il y a des critiques de théâtre, des vraies critiques de théâtre, c'est hyper important. Bien Le sûr. public va lire tel X parce qu'il a écrit il a écrit sur telle pièce, parce qu'on sait ce que son avis est très important. sûr. Ça fait venir du public, ça fait comprendre la pièce, etc., etc. Bien sûr, ça facilite Ah oui, bien oui, sûr la oui, compréhension bien de sûr, la oui. pièce. C'est très important. Vous allez nous l'expliquer, vous allez nous la raconter à votre façon pour nous donner envie d'aller venir vous voir ce soir à partir de 18h au théâtre Mahiddin Bachtarzi. Ce sera donc aujourd'hui et le 22 également. Non, alors aujourd'hui, donc mercredi à 18h, Oui. demain à 18h, Oui. et samedi à 16h. D'accord. Voilà. Parfait. Alors, donnez-nous envie de venir voir votre pièce théâtrale. Alors, juste deux mots. Arlequin. C'est très difficile de On va parler de la poser la pièce. trame, peut-être. Voilà, c'est juste pour dire, Aloula a choisi cette pièce à des moments où on réglait les problèmes par de la violence. C'était les années, ce qu'on appelle les années noires, les Oui. années où et quand je dis violence, 90. violence. Violence. Et là, il prend, lui, une pièce qui parle d'amour. Il prend à contre-pied, mais complètement à contre-pied, ce qui se passe réellement sur que ça, pour éradiquer ça, c'est ça qu'il faut, c'est l'amour. L'amour dans le sens le plus Large. large du terme. Et quand on reprend aujourd'hui,
on est en 2019 et quand on voit un peu ce qui se passe, pas uniquement en Algérie, mais partout dans le oui, monde. en Algérie, bien sûr. Mon Dieu, l'actualité mais partout dans le monde, a été noircie. les conflits se règlent par de la violence, par de l'exclusion, par le rester chez soi. On voit un peu l'extrême droite un peu qui est partout, etc. Et voilà. Et là, ramener ça, une baissette de bouffer comme ça, c'est pas de l'utopie. L'humain, quand il revient à ça, il redevient humain et il s'ouvre sur les gens et il devient tolérant. Donc on va raconter cette histoire d'amour qui démarre au départ par 3 couples amoureux mais impossibles. On pense que c'est impossible que ces trois couples vont se retrouver. Et il y a des quiproquos extraordinaires dans la trame. Et cette trame et ces quiproquos sont dus à cet harlequin, ce troublion populaire. Alors bien sûr qu'on l'a chez nous, les djihas par exemple chez nous, d'une impertinence incroyable vis-à-vis des maîtres. Il ose dire ce que beaucoup se taisent. Lui il le dit. Il est, comment dire, turbulent, avec son petit génie là du populaire, vraiment de. Et à chaque fois, dans les situations les plus inextricables, il aide à complètement renverser la situation. Et c'est grâce à lui, au sur de la trame, c'est que toutes ces amours qui étaient pour le public au départ impossibles, grâce à Harlequin et grâce à son génie. Ah oui, son génie, il fait qu'en sorte que à la fois, il règle le problème de ces 2 couples à la fin, donc c'est un happy end, et il règle aussi son problème parce que lui aussi, il va se marier avec la servante. Voilà. Alors, vous avez raconté un petit peu la trame donc, de l'histoire. Ce soir, ne ratez surtout pas cette belle pièce théâtrale. Vous aurez donc beaucoup de comédiens qui seront là pour briller sur scène. Alors, Harlequin, valet de 2 mètres. On va parler justement d'Harlequin, joué par ce jeune. Oui. Comment? Le comédien qui interprète le rôle donc, de Harlequin. Mustafa. Oui, Mustafa. C'est un jeune comédien, c'est vraiment un jeune comédien. Et c'est un rôle extrêmement compliqué. D'ailleurs, le public qui va venir, il va venir. Il faut qu'il soit très doué pour pouvoir réussir cette interprétation. Et ça demande beaucoup d'efforts, physiques d'abord, parce que je l'ai fait jouer réellement dans la pure tradition de la commedia dell'arte. Quoique la commedia dell'arte, bien sûr, c'est spécifique à l'Italie, mais comme nous sommes méditerranéens, nous sommes tous comme ça. C'est-à-dire, on bouge, on parle bouge, beaucoup avec les gestes. On parle avec les gestes, on a toujours le mot qu'il faut, juste au moment qu'il faut. L'humour, même si c'est des choses profondes, même si c'est des choses qui ont beaucoup de sens, mais ça passe par l'humour. Donc ça nous rappelle aussi notre peuple. Oui, notre peuple, le génie de notre peuple. Il a toujours le beau mot quand il le faut. On n'a qu'à voir maintenant dans les manifestations ce qui se passe pour comprendre comment dire. Cet humour qui a été relevé partout dans le monde. Oui, cet humour, à la fois le sens paraît grave, mais il est tout de suite refroidi par cet humour et il lui donne une dimension beaucoup plus grande et beaucoup plus importante que si c'était un truc tragique, dénoncé d'une manière tragiquement. Le travail de cette pièce vous a pris beaucoup de temps? J'ai travaillé en 3 temps. Parce que quand j'ai travaillé, quand j'étais avec Masrah al-Qal'a, quand j'ai créé Masrah al-Qal'a, je travaillais avec des comédiens que je connaissais depuis longtemps. Donc quand on travaille avec des comédiens avec lesquels on a travaillé plusieurs pièces, etc., l'esprit de troupe se renforce davantage, on les connaît, je sais comment tel fonctionne, comment Azdine Zoubi par exemple fonctionnait, comment Sonia fonctionnait. Donc même dans la direction d'acteur, je savais à Azdine Zoubi comment lui faire passer le truc, etc. Là, des comédiens qu'on ne connaît pas, donc il va falloir, on ne se connaît pas mutuellement, donc il fait tout ce travail, ce qui fait, ça nous a pris 3 mois, mais 3 mois espacés. C'est-à-dire, donc on a commencé, il y a fin octobre, on a commencé, mais on s'est arrêté à des moments pour leur laisser un peu digérer le comprendre travail. aussi. Et oui, parce que c'est important le temps aussi pour une création, c'est vraiment important. En tout cas, cette pièce va être donc vue sur Alger cette fois-ci. Ça sera une pièce itinérante aussi? Oui, j'espère. La présenter un petit peu partout? Oui, j'espère la présenter un peu partout, bien sûr, en espérant. Très bien. Et en espérant qu'elle ait aussi un prix?
pourquoi pas? Oui, oui, il y a plein de festivals, bien sûr. J'espère qu'elle va participer à ces festivals-là, bien sûr. Inch'Allah. Inch'Allah. Sinon, vous avez d'autres projets après cette pièce? Non, les projets, bon, bien Il y en a tout sûr, le il temps. y a tout le temps des projets. La faisabilité, ça reste un peu compliqué. Et pour revenir justement à ce que j'ai fait cette fois-ci avec Harlequin, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les théâtres, d'une manière générale, ont perdu de leur professionnalisme et monter un spectacle pour avoir la rigueur professionnelle devient très compliqué. Ouais. C'est tout ça qu'il va falloir remettre, les huiler pour remettre cela. Le lieu de Et création. pourtant, il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui s'intéressent à la mise en scène, qui s'intéressent à l'écriture théâtrale, Oui. qui s'intéressent aussi à la comédie. Donc ces jeunes-là ne demandent qu'à Oui, être encadrés. Oui, mais voilà, ce potentiel, comme je Vous disais faites tout à partie l'heure, de ces encadreurs aujourd'hui. existe, mais il faudrait qu'on donne le sens de ce travail-là dans la formation, dans la réflexion, dans le travail des masterclass. C'est cela. C'est tout ça qui fait Voilà. Et C'est malheureusement, ça qui fait le théâtre algérien voilà, aujourd'hui. voilà. Et malheureusement, tout ça est absent aujourd'hui dans la pratique du théâtre. Ce qui fait, quand on travaille sur des plats aujourd'hui, c'est comme si c'était à la fois de la formation et un travail même temps, professionnel. ouais. Alors que cette formation, normalement, elle aurait dû se faire tout à fait normal, même si on sort de l'école, il y a toujours à retravailler parce qu'il y a. C'est cela. Mais entre nous, peut-être que le métier de comédien aujourd'hui intéresse de plus en plus Non, les jeunes. non, absolument. Absolument, et ça intéresse de plus en plus. Simplement, maintenant, C'est un travail il faudrait repenser toute la pratique de notre théâtre. Voilà. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Ziani Cherif Hayed. C'est moi, C'est toujours c'est un moi, plaisir merci. de vous recevoir. On vous dit bonne chance pour ce soir. Merci. Donc, ne ratez pas ce soir la pièce théâtrale Harlequin Vallée de 2 mètres à partir de 18h au théâtre Mahidine Bachtarji. Ça sera aujourd'hui, demain à la même heure également. Et puis le 22, ça sera à 16h. Le samedi à 16h. 16h, voilà. Ne ratez pas, c'est une belle pièce théâtrale. Vous avez pu l'écouter à travers donc les propos de Monsieur Ziani Cherif Hayed. À très bientôt. Merci Voilà. beaucoup. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. On vous emmène du côté de Djidjel pour aller retrouver donc cette réserve de biosphère. C'est un reportage signé Rahim Abdelaziz. La réserve de biosphère de Taza et sa riche et variée biodiversité floristique, avifaunistique et faunistique demeure menacée par le réchauffement climatique. Taza et sa réserve sont aussi menacées par diverses pressions anthropiques liées surtout à l'activité de l'homme et à l'expansion de l'urbanisation qui accapare des terres forestières. La réserve de biosphère de Taza
est intimement lié à sa frange côtière. Le banc des Kabyles, vivier de nombreuses algues marines et de poissons, tels le mérou, sont menacés par la pêche côtière et les pollutions diverses. Comment préserver toutes ces richesses naturelles d'importance internationale? Une très belle région en tout cas à découvrir, en tout cas notre invité. Lui a sillonné un peu toutes les régions d'Algérie parce que c'est un écologiste né. On va en parler tout de suite et Kamel Souik va nous en dire un peu plus. Bonjour Kamel. Bonjour Amel, et vous l'avez bien dit, nous avons aujourd'hui un invité exceptionnel. Il a fait le tour de l'Algérie mais il a fait aussi le tour du monde. Son nom ne vous dit peut-être rien, il s'agit de Drissi Tani Younes, mais son hashtag, il a fait le tour du monde. Il est sur toutes les lèvres et sur toutes les portables ou les PC si vous êtes adepte justement de Facebook et des réseaux sociaux. C'est le Trash Tag Challenge. Et avec nous justement Drissi Tani Younes pour en parler. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Salam Bienvenue. Nous sommes très heureux de vous recevoir parce que vous avez un peu changé le monde ces derniers temps. Tout le monde parle de vous et votre histoire avec l'écologie ne date pas d'hier, oui. de date de 10 ans, c'est oui. ça? Depuis 10 ans, oui. Ça a commencé comment, Younes? Ah ben, ça a commencé, vous savez, j'ai parcouru un peu de tout en Algérie, j'étais un peu de tout et j'ai eu vraiment peur, oui. J'ai vu des décharges dans des endroits isolés, des plastiques, le plastique est un engagement à vie. Donc, dans ma région, j'ai vu la terre remplacée par la brique et le béton. J'ai vu qu'il pleut dans des endroits, il pleuvait déjà beaucoup et il pleut moins dans des zones arides. Oui. Et tout cela a fait de moi un écologiste, un militant écologiste. Et ça dure depuis 10 ans, mais le monde entier vous a découvert il y a quelques jours seulement. Nous allons voir ce que vous avez fait. Le buzz que vous avez fait à travers le monde. Il a fait bouger toute la planète. Exactement. En tout cas, positivement, parce que donc, certaines personnes font bouger le monde à travers des actions, mais lui, ça a été une action positive. Il a transmis ce virus à beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, jeunes, moins jeunes, exactement. vieux, femmes, et c'est le enfants. monde entier qui en parle. Nous avons sélectionné quelques passages, parce qu'on ne peut pas tout sélectionner, si on passera la journée. On regarde, Amel? On y va, on y va. Hashtag challenge and calls on people to simply clean up their neighborhoods and post before and after pictures of the area because obviously pics or it didn't happen, right? So now the concept is not new and the hashtag trash tag has been around for a few years, but it started picking up traction again last week when Arizona man Byron Roman posted this photo on his Facebook page, but he clarifies that's not him in the photo. That's actually Algerian activist Drissi Tani Younes, who is known for his cleanup initiatives in his home country and has been championing the movement for several years. There's a new, more positive internet trend that's starting to take off. Doug is here to show us the trash tag challenge. What's going on, Doug? I know, finally, right? Finally, this campaign was created a few years ago, but a Facebook user from Arizona last week resurrected it all, and since then there have been thousands of posts across social media, the goal to inspire teenagers and, hey, just anyone, to go out, go green, clean up the environment around them. Here's how the trash tag challenge works. C'est sympa la nature quand c'est propre, non? Il faut voir ça à l'échelle internationale et qu'aujourd'hui, l'impact de la pollution et des déchets plastiques et des autres déchets, c'est un problème qui est mondial et qui nous touche partout et il faut en prendre conscience. Ouais. Voilà donc pour ce tour d'horizon. Nous avons vu quelques médias américains et canadiens, mais vous êtes partout. Vous êtes dans les médias japonais, sud-coréens, philippins, enfin un peu partout. Comment vous vivez cette expérience, cette success story? Tout d'un coup. Cette médiatisation m'a donné beaucoup de courage.
Oui, et le fait que tout le monde m'envoie souvent des photos de cette trash tag, je crois que le fait que le monde a déjà compris le message. Voilà. Alors vous le faisiez depuis déjà longtemps, hein, oui, oui. Cette opération de nettoyage et tout. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de vous prendre en photo et la mettre sur les réseaux sociaux? Ah ben, l'idée, c'était pas une simple idée, c'était vraiment une réalisation. Parce que la première photo, elle était prise en mois de décembre 2017 et la deuxième, qui est le résultat, en mars 2018. Donc j'ai dû attendre toute une saison pour que la végétation repousse. D'accord. Oui, c'est pour cela j'ai créé la différence. Donc j'ai donné un sens de vie, donc la végétation avec un beau ramassage. Je crois que c'est pour cela la photo elle a eu un énorme succès. Voilà, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène et on vous raconte justement les dessous de cette histoire aujourd'hui sur Canal Algérie, puisque c'est votre première télévision depuis cette médiatisation internationale. Alors, Younes, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui d'être sur toutes les chaînes de télévision et qu'est-ce que vous disent les internautes qui vous contactent quotidiennement? Je reçois souvent des remerciements, des compliments et ça me réchauffe vraiment le cœur. De toute façon, je reçois souvent aussi des trash tags partout dans le monde. On vous soutient. Vous savez, un jour, j'étais en pleine nature. J'ai ramassé et je n'arrive plus à ramasser d'autres déchets. Et en ce moment, j'ai pensé comment je peux faire pour ramasser dans des endroits isolés. Alors, je crois que la nature, elle m'a répondu que vous allez faire un challenge qui va toucher tous les endroits isolés du monde entier. Ça, c'est beau, hein. C'est beau de le présenter de cette façon, en tout cas. Et puis, les messages pleuvent sur les réseaux sociaux, on l'a déjà dit. Et vous avez des objectifs. Vous m'avez dit avant de rentrer dans ce plateau, vous n'avez jamais fait partie d'une association. Moi, ça m'a surpris personnellement. Exactement. Pourquoi, Younes? Je crois que le fait d'être un citoyen actif, moi j'étais actif et concret, j'ai basé sur ces deux ingrédients. Je n'ai jamais été un membre d'une association, mais le fait que j'étais un citoyen pour montrer l'exemple, pour ramasser un seul sac, nous n'avons pas besoin d'être un membre d'une association. Oui, exactement. On n'a pas besoin d'être aussi nombreux. C'est-à-dire que c'est une volonté personnelle. Et après, la volonté personnelle peut aussi se répéter et avoir une répercussion à travers le monde aussi. Voilà. Et c'est justement la force des réseaux sociaux sur laquelle vous vous appuyez aujourd'hui. Vous savez très bien que vous n'êtes pas seul, même si vous êtes physiquement seul, quand vous allez publier, j'ai vu votre page, il y a des milliers d'adhérents sur votre page. Aujourd'hui, le hashtag #TrashTag Challenge, il est partagé plus de 400 000 fois à travers le monde. Je pense qu'il y a 2 jours, c'était 100 messages par heure, 100 messages, 100 posts par heure. Ça, c'est extraordinaire. Et ça contribue aussi, que vous le voyez ou non, au rayonnement de l'Algérie et de votre belle ville de Tlemcen. Effectivement, oui. En fait, l'Algérie, elle est toute belle quand même. Tout à fait. Oui. Je crois que pour atteindre un certain niveau, il faut travailler très dur. Oui. Et ce que vous faites aujourd'hui, au quotidien? Au quotidien? Ben, vous savez que j'avais déjà développé l'habitude de ramasser des déchets durant mes randonnées. Et à chaque fois que je sors, à chaque fois que je fais quelque chose, donc je vois, est-ce que c'est normal vous croisez un sac en plastique dans les trottoirs? Moi, c'était quelque chose d'anormal pour moi. Donc, je dois faire quelque chose en plein public pour montrer que c'est anormal. Il faut le ramasser. Il faut développer cette idée. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce challenge, qu'est-ce que vous leur dites? Ils font quoi exactement? Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par des petits gestes. Parce qu'il faut juste qu'ils l'essayent et vraiment ça donne le sentiment que vous contribuez au changement. Moi j'ai adoré parce que j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux. C'est un petit garçon qui avait essayé de faire comme vous, donc il s'est pris en photo avant et après. Et ça c'est vraiment extraordinaire parce que déjà très jeune, il a été donc soucieux de son environnement. Il a essayé de faire pareil que vous. Voilà, c'est déjà un bel exemple. Exactement, et nous allons rester concrets. Je vous ai ramené un sac en plastique et vous allez nous dire combien de temps ça met pour se dégrader. Les choses qu'on retrouve, ne vous inquiétez pas, tout est propre. Hein. Un emballage et un coton-tige. Alors tout ça, le sac en plastique, il met combien de temps pour se dégrader dans la nature? Pour moi, le sac en plastique, moi je refuse les sacs depuis 1087 jours. Waouh. Ah, c'est bien ça. Il est très précis. Très précis. C'est un véritable écologiste. Ça fait presque 3 ans, oui. Ça met combien de temps pour se dégrader dans la nature? Le sac en plastique, c'est 1 seconde de fabrication, quelques minutes d'utilisation et 4 siècles pour la dégradation. Un emballage, on en a beaucoup. Ça a environ 10 ans. Et un coton-tige, par exemple? 1000 ans. C'est incroyable. Vous savez que même les lentilles aussi de contact,
prennent beaucoup de temps à se dégrader dans la nature. Oui. C'est extraordinaire, donc toutes ces informations que nous avons, et pourtant les gens continuent à utiliser certaines choses. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne peut pas se passer de certaines choses, mais le sachet plastique on pourrait éventuellement. Et justement, pour remédier au sac au plastique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refuser, il faut adopter des gestes plus écolos, par exemple prendre un sac réutilisable dans la poche. C'est ça. Voilà, comme c'est ça. Oui. Ça se plie et ça se met dans une poche. Oui, exactement. Et, et on peut le réutiliser pendant des années. Il faudrait qu'on fasse un hashtag spécial sur ça. Exactement. Que les sachets. Et vous savez ce qui est extraordinaire dans ce hashtag, c'est que vous avez des gens qui ont fait des gestes tout simples. Ils ont ramassé un gobelet, ils l'ont mis dans la poubelle, ils ont mis un hashtag challenge et ça marche. C'est ça le quotidien, Younes, c'est ça ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que ce sont les petits gestes qui font les grandes révolutions. Bien sûr, bien sûr. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Oui. Tout à fait. Oui. Vous avez une autre vidéo à nous montrer? Exactement, et nous allons voir cette belle effervescence qui se crée un peu partout et le changement justement du hashtag challenge. Très bien, on y va. De l'Inde au Japon, passant par tous les pays européens, tout le monde parle de vous. L'impact de Younes. Oui. Younes qui change le monde. C'est bien ça. L'Algérie contribue à la sauvegarde de la planète et ça c'est important. C'est très beau, bien sûr, très bien dit. Comment vous allez capitaliser justement sur cette médiatisation pour continuer justement à aider les autres à faire le premier pas? Je crois que le défi, ça commence maintenant. C'est à nous de changer les choses, c'est à nous d'adopter de nouvelles habitudes. Je crois que si chacun de nous fait les petits gestes, ça compte beaucoup ces petits gestes, nous allons vraiment changer des choses incroyables. Alors quels sont les petits gestes pour ceux qui nous regardent, qui vous suivent? Ils sont des centaines de milliers, voire des millions sur Internet. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Quand vous vous levez le matin, vous faites quoi? Tout d'abord, il faut donner l'importance à votre existence. Ça, c'est très important. Parce que votre existence, elle a un impact sur la terre, sur le sol. Donc, on doit donner quelque chose de très important. Cette existence, elle ne va pas nous donner quelque chose de supérieur, mais plutôt de modestie, côté de toutes les créatures vivantes. Oui, l'humanité d'abord. Oui, bien sûr. Et bien sûr, le respect, bien sûr, de notre nature. Il y aura d'autres défis bientôt, toujours dans le Trash Tag Challenge? Oui, et ce sera à l'international aussi. À l'international, et on peut vous suivre où? Sur votre page Facebook? Oui, sur ma page Facebook, oui. En tapant Drissi Tani Younes. Et vous êtes reconnaissable avec votre photo, bien sûr, mais aussi avec la photo qui a fait le tour du monde. Et il nous a expliqué aujourd'hui, Amel, les dessous de cette photo, parce que c'était une vraie mise en scène. Il a attendu à un certain moment pour que la végétation repousse et pour nous montrer à quel point la nature elle est bien faite et à quel point il faut la protéger. Younes, on a encore un petit moment, Amel? Oui, allez-y. Alors, dites-nous c'est quoi votre rêve aujourd'hui, après cette success story, après cette médiatisation? C'est quoi le rêve de Younes? Je crois que... Tout le monde vous regarde. Oui, je sais. J'aimerais bien vous dire quelque chose de très important, Kamel. Je crois que nous vivons dans l'ère des emballages. Et ces emballages prennent de plus en plus d'ampleur. Nous souhaitons tous, et toutes les volontés politiques du monde se manifestent pour que l'écologie soit un combat prioritaire. Mais lorsqu'on parle de l'écologie, ce n'est ni le politicien ou même pas le scientifique qui va changer la trajectoire. Ce défi a montré au monde que l'action est la seule solution possible pour donner de l'espoir.
Et sans espoir, nous n'allons jamais avoir la motivation pour agir. Malheureusement, beaucoup pensent qu'une action isolée, elle est inutile. Mais si chacun le fait, si nous serons des centaines, si nous serons des milliers à faire, le résultat ne sera que meilleur. Exactement. Et je pense que C'est le des actions résultat, individuelles. c'est bien dit, Younes, vous montrez la voie, vous montrez l'exemple. Les plus grands voyages commencent par un pas. Et pourquoi pas l'Algérie qui donne l'exemple aujourd'hui dans plusieurs domaines, dans le civisme aussi de ses citoyens, peut être justement ce porte-drapeau de l'écologie à travers le monde. Amel, et vous serez d'accord avec moi, il y a un seul système, un seul écosystème compatible avec la vie humaine sur Terre. C'est l'air que nous respirons, c'est l'eau que nous buvons, c'est la terre nourricière. Et si nous continuons à détruire cet écosystème, eh ben malheureusement, il n'y a pas notre écosystème compatible avec la vie humaine sur Terre. Il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de remplacement. Mars, c'est dans quelques milliards d'années, c'est pas aujourd'hui. Pas encore. Donc il faut être lucide et il faut sortir de cette logique qui consiste à dire c'est dans le futur, c'est les prochaines générations. Non, c'est maintenant. Et l'exemple, il est là. Younes. En tout cas, on a été très heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. Très content. Bon courage pour ce que vous faites parce que vous avez donc mis votre carrière en stand-by en ce moment puisque vous vous consacrez entièrement à l'écologie. Vous êtes un militant écologiste aujourd'hui. Et c'est très difficile de prendre cette décision pour pouvoir aussi vivre comme ça en cercle fermé aussi. Je vous dis une chose que j'ai un sentiment que je l'avais déjà ressenti, que la nature m'a déjà répondu. Donc à chaque fois que je suis dans un endroit isolé, donc j'étais militant dans des endroits où j'avais un contact réel avec la nature. Donc c'est là que la nature, elle me facilite la tâche pour donner beaucoup plus d'espoir. On peut la voir pendant des heures. Oui, tout à fait. Il a une zen attitude, une sérénité il communique, et un calme. il transmet ça. Et on peut vous suivre sur votre page Facebook, Drissi Tani Younes, et le hashtag bien sûr, #challenge, qui fait le tour du monde. On invite tous les Algériens, tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, et ceux qui nous regardent d'ailleurs aussi, à contribuer à ce challenge. On était très heureux de vous recevoir. Revenez quand vous voulez, vous êtes une fierté pour votre ville et pour toute l'Algérie. Exactement. Merci beaucoup. Et en tout cas, bonne chance, bon courage pour ce que vous faites au quotidien. Voilà. On va continuer aussi à parler d'écologie. Un autre exemple, nous l'avions reçu également sur notre plateau, un autre militant écologiste. Lui, il était du côté du Chenois. C'était donc notre journaliste Najma Herash qui l'avait rencontré pour nous. Il s'agit de Ammar Adjil qui a nettoyé spontanément aussi la plage. C'était un été. Regardez, on se retrouve juste après. Quand la nature nous interpelle, le cœur s'y met. Animé de bonne volonté, Ammar s'investit corps et âme pour ramasser les déchets et les détritus entassés sur cette plage. Depuis plusieurs jours, ce bénévole s'est lancé le défi de nettoyer toute la plage de Chenois, seul et avec ses propres moyens. Je laissais mon véhicule à 3 km de la plage, du début de la plage. Je fais la longueur le matin pour récupérer les ordures s'il y en avait. Oui, beaucoup d'ordures de pêcheurs. Donc des piles, des bouchons fluorescents, des hameçons et leur alimentation. Mais le soir, quand je revenais vers mon véhicule, là par contre, c'était les familles. Non, c'était propre. J'espère franchement avoir sauvé quelques petits poissons quand même. Maçons, charpentiers, notre héros se déploie pour sauver la faune et servir peut-être d'exemple pour les autres. Après, une personne est arrivée, s'est demandé ce que je faisais tout seul et tout. Elle s'est portée volontaire à m'aider. Et depuis 8 jours, elle est toujours là, elle m'aide, elle travaille bien. Ramasser un sac en plastique, c'est selon lui sauver une vie. Une initiative courageuse, mais aussi séductrice. Le cas de cette dame qui est venue prêter main forte et adhérer spontanément à la bonne action. J'ai ouvert mes volets, j'ai vu un monsieur. Je pensais que c'était parmi tant d'autres ceux qui cherchent les bijoux, tout ce que rejette la mer et tout. Donc je suis rentrée et je l'ai fait. Le lendemain, je le revois. Il avait un sac à la main, donc j'avais compris qu'il était en train de nettoyer, mais juste un petit peu. Je suis descendue parce que moi, c'est mon quotidien, nettoyer la plage et tout. Mais juste un petit bout de plage, hein, pas comme Ammar.
Et donc j'ai été le voir, il m'a dit voilà, il m'a raconté son histoire. Je lui ai dit ben, écoute, à partir d'aujourd'hui, je suis une volontaire et ça fait 9 jours que lui, ça lui fait 17 jours. Respecter la terre, c'est aussi une affaire de famille. Les frères d'Amar ont eux aussi fait le déplacement de France pour l'encourager. D'abord, je félicite Amar pour son courage. Il n'a pas fait ça pour la gloire. Il a fait ça parce qu'il a beaucoup voyagé, il aime la nature. J'espère qu'il montrera l'exemple. Je trouve la plage bien nettoyée. Hein. De l'autre côté, on peut voir ce que Amar a pu ramasser. Nous sommes arrivés il y a 2 jours pour soutenir sa bonne action. Hein. On est pour que notre pays soit propre. Et Amar, que j'aime beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une force que j'ai pas. Je crois que beaucoup d'Algériens n'ont pas la force qu'il a, machallah, de faire tout ça pendant 17 jours. J'ai vu les photos, c'est impressionnant. Amar, l'exemple à suivre, l'histoire à raconter à nos enfants. Voilà, un bel exemple en tout cas avec ces 2 jeunes qui sont sortis spontanément pour nettoyer, pour être donc vous donner envie d'être à l'écoute de notre planète. Voilà, on va continuer à parler d'écologie et surtout de combat avec Hamid Belkacem comme chaque mercredi matin dans sa rubrique environnement. Bonjour Hamid. Bonjour Amel, bonjour à tous. Comment ça va? Oui, très bien, merci. Très bien, on a eu un bel exemple ce matin. Exemple Vous deviez nous le proposer aussi. Exact, mais bon, l'environnement c'est l'affaire de tous. Hein. Donc, ce qui passe sur Canal Algérie ou sur notre chaîne, il a une aura mondiale en ce moment, Yanis Dristani, et c'est bien passé. J'allais dire, c'est un petit pas pour l'homme, un grand pas pour la planète. C'est en partageant à travers la toile ces petits gestes que l'on peut inculquer à ceux qui arrivent l'amour de la planète, l'amour de l'environnement, le respect de la nature. Et c'est par ces petites actions qui vont devenir très grandes qu'on va pouvoir inverser les choses. Oui. L'impact des réseaux sociaux positif, bien sûr, oui, bien sûr sur notre environnement. Hein, du bon usage des réseaux sociaux. Exactement, exactement. Alors, c'est une personne très pondérée, vous l'aviez reçu même à la radio? Oui, c'est quelqu'un qui... en fait, les gens, les acteurs, les vrais acteurs qui font... lui a commencé très jeune, il a 27 ans, il a commencé, ça fait une bonne dizaine d'années. Il aime la nature, il va faire des randonnées et chaque fois qu'il voit une dégradation de son environnement direct, il prend un sac, il ramasse. Et à un moment donné, il fallait inverser la vapeur, ne pas être seul à ramasser, mais investir les réseaux sociaux, ce qu'il a fait d'une manière directe en postant des tweets. Et ça a été repris, partagé, parce que l'une des bases de l'environnement, c'est le sens du partage. Et son action, aussi petite soit-elle, a été partagée plusieurs centaines de milliers de fois. Et ça a fait des émules sur la planète. Alors, ce qui nous amène à parler bien sûr de plastique, ce sont donc des images, des déchets malheureusement qui continuent à y être un peu partout. Alors aujourd'hui, le plastique en mer, c'est un véritable danger. C'est un véritable danger tout simplement parce que il est vrai que l'actualité toute récente, c'est cette baleine à Mabini, aux Philippines, qui est morte de faim. Alors, une baleine morte de faim, ça a l'air quand même anormal parce qu'elle est dans un océan où il y a tous les nutriments pour pouvoir vivre. Il y a le zooplancton, il y a le phytoplancton et il y a de quoi se nourrir. Elle est morte de faim tout simplement parce qu'elle a eu son estomac, une baleine de 5 mètres, son estomac obstrué par 40 kg de plastique. Waouh, c'est énorme. Et la communauté des 40 kg, vous imaginez 40 kg de plastique, le plastique qui flottait et donc qu'elle a ingéré, elle s'est retrouvée étouffée de l'intérieur, elle est morte de faim, de déshydratation, alors qu'autour d'elle, il y avait de quoi vivre encore quelques décennies. Exactement, c'est ce qui arrive aussi aux tortues, marines. Oui, parce que la tortue, c'est très simple, elle se nourrit en général de méduses. Et la confusion entre un sac plastique ultra lucide, transparent, et la méduse est vite fait. Et donc les tortues s'étouffent, elles aussi, parce qu'elles ingèrent des sacs plastiques au lieu
à la place des méduses. En fait, il y a eu 2 images qui ont marqué, celle-ci et aussi ce fameux plongeur qui a été aussi presque avalé par une baleine. Oui. Donc celui-ci, justement, la baleine est très intelligente. Elle a donc su rejeter le plongeur à temps. Qui a continué à filmer après avec ses compagnons, c'est quand même impressionnant. Mais juste pour dire que la baleine a ingéré un plongeur, elle a rejeté parce qu'elle a su faire la différence. Bien sûr. Par contre, nous, notre comportement, c'est vrai que voir des initiatives citoyennes être partagées par le monde, nettoyer c'est bien. Mais il faudrait arriver à un moment donné à ne plus polluer. Ne plus polluer, c'est l'affaire de nous, citoyens, mais c'est l'affaire aussi des politiques. Depuis 20 ans en Algérie, on entend l'interdiction du sac plastique. D'autres pays, beaucoup moins riches que l'Algérie. Je donne le meilleur exemple qu'on puisse donner en la matière, n'est pas très loin de nous, c'est en Afrique. C'est le Rwanda qui, depuis une dizaine d'années, a systématiquement... Vous allez au Rwanda, vous n'allez pas trouver un sac plastique. Oui, ce qui désole, c'est dans le sud, par exemple, du pays, vous allez malheureusement trouver des sachets comme ça sur les arbres, les acacias. Sur le sommet de la Scram. Oui, c'est horrible. Sur le sommet de la Scram. Vous voulez prendre une photo, c'est pas possible. Vous avez un arrière-plan avec, bien sûr, des sachets. Et des sachets qui volent, qui sont transportés parce qu'ils sont très légers. Ça aussi, ça pose un problème. Il y a eu des fragments, des embryons de réglementation, mais l'État algérien n'a jamais voulu prendre son courage à deux mains et éradiquer le plastique. Dans nos traditions, nous avons le filet, nous avons le couffin, nous avons tous les emballages plastiques. On a remplacé ça par des sachets biodégradables, c'est-à-dire vite fait dégradés, mais bon, ça reste quand même, ça n'a pas donné. En fait, on a essayé d'enlever les sachets noirs. Oui, mais c'est pas tout leur, même s'il est rose. Avec un sachet rose, on voit la vie en noir. De toutes les manières, c'est pas la couleur, c'est un sachet en plastique, c'est plusieurs siècles, vous imaginez. Oui. Et tous les autres emballages. Donc, au jour d'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose. L'Algérie bouge, ça marche. Les écologistes marchent et sont derrière les marcheurs. On le voit partout à travers les 48 wilayas avec des opérations de nettoyage dès la fin de chaque marche. Et l'Algérie 2.0, l'Algérie verte et mûre est en train de se mettre en place. Il faudrait juste accompagner... Regardez cette photo. Voilà, un gobelet en pleine mer, et ça ne devrait pas y être. L'Algérie devrait aussi signer un moratoire qui est aujourd'hui en débat à travers le monde, c'est l'interdiction du plastique à usage unique. Et le symbole, l'étendard du plastique à usage unique, c'est ce gobelet que vous venez de montrer. Je suis désolé, on peut avoir sur les lieux de travail, dans les cafés, des gestes éco-citoyens en refusant de prendre son café dans un gobelet, mais dans une tasse. Une tasse avec une sous-tasse, dans le fenjel. Je veux dire, nous avons des traditions. C'est historique, c'est bien sûr dans les traditions des Algériens. On sert un café. C'est pas normal que l'on puisse arriver parce que, encore une fois, nettoyer c'est bien, mais il ne faut pas polluer. Arrêter de polluer, c'est quand même un geste éco-citoyen, mais en amont, c'est des politiques à mettre en place. Et ces politiques doivent être menées. L'Algérie est en marche. Il faudrait que ces jeunes qui ramassent et qui demain seront, je l'espère, qu'on va céder la place aux jeunes pour qu'ils puissent prendre leur avenir. Et prendre leur avenir, c'est en main et tracer une route vers le futur, c'est promulguer des lois pour la protection de la nature, pour éradiquer le plastique, pour substituer tout ce qui est emballage par autre chose, pour poser, non pas dans des séminaires, mais sur l'économie, donner du travail à ceux qui veulent travailler dans tous les aspects, dans toutes les filières, et imposer l'économie circulaire. Dieu sait comme cette filière est rentable, malheureusement peu exploitée chez nous en Algérie, le recyclage. L'énergie que ça peut dégager, c'est extraordinaire. On perd plus d'1 milliard de dollars par an, juste en Algérie. Plus d'1 milliard de dollars par an sont perdus parce qu'on ne sait pas recycler nos déchets. Nos déchets valent de l'or et on continue à polluer notre beau pays par des déchets au lieu de recycler ces déchets et de créer de l'emploi et créer de la richesse. On a eu de beaux exemples sur notre plateau, des personnes qui travaillaient dans le domaine du recyclage, de belles expériences, mais ça reste ça reste à petite échelle malheureusement. Donc il faudrait y penser peut-être encore plus longuement. Il faudrait imposer par des textes de loi l'économie circulaire. Vous savez, les Allemands qui sont leaders en matière de protection de l'environnement ont réglé le problème, cela fait pratiquement un demi-siècle, en disant pour éliminer un déchet,
il faut le valoriser. Il faut lui donner une valeur marchande. Lorsque vous savez que la bouteille en PET, la bouteille d'eau minérale, a un prix, ce sont 2 dinars. Eh ben, ce sont 2 dinars de perdus. Vous restituez votre bouteille en PET, vous récupérez les 2 dinars, vous l'achetez dans la nature. Il faut que les emballages soient fortement taxés pour orienter vers le bon geste éco-citoyen nos actions. Lorsqu'on va vous dire que votre bouteille de limonade ou d'eau minérale, le format 2 litres coûte 50 dinars, vous allez réfléchir à 2 fois et vous allez retourner chez vous pour prendre une bouteille en verre. Il y a de beaux exemples d'ailleurs dans des pays développés où on a des bennes carrément où vous récupérez, vous donnez vos déchets et vous récupérez de l'argent. C'est une façon aussi... Istanbul, en Turquie, dernièrement, vous récupérez vos déchets d'emballage, notamment les canettes en aluminium, les bouteilles en verre ou en PET, en plastique, vous les jetez dans un système et vous rechargez votre carte de transport multimodal, tramway, train, métro, c'est extraordinaire. C'est quand même... et ça marche. Et donc, les exemples à travers le monde existent. Il faut nous donner les responsables qu'il faut dans ce pays pour actionner la protection de l'environnement. Ce ne sont pas des slogans, c'est de l'action. Et l'action est chez les jeunes qui sont, eux, connectés avec ce qui se passe dans le monde. Il faut leur donner juste la chance de pouvoir s'exprimer et mettre en pratique la politique qu'il faut, parce qu'il y va de leur avenir et de ceux de nos enfants. C'est extraordinaire. En tout cas, comme vous le disiez, des porteurs de projets existent, des innovateurs dans ce domaine de l'écologie existent. Il faut donc juste leur donner l'occasion de prouver ce qu'ils ont à prouver. Et puis, bien sûr, la planète s'en tirer que mieux. Voilà. Tout à fait. Le principe de l'environnement, c'est toujours réfléchir globalement et agir localement. On a une jeunesse qui est très connectée avec ce qui se passe à travers le monde. On l'a vu très bien avec Younes Drisitani, qui lui a été à l'origine à Mar Adjili, et il y en a des centaines, voire des milliers, ceux qui n'ont pas accès à tous les réseaux, mais qui localement font des merveilles. Donc c'est possible, il faut juste leur donner. Mais je pense que c'est en train de changer et que après-demain, on sera le 21, le printemps, et je pense que ce printemps... Justement, vous me donnez l'occasion d'en parler. Le 21, ce sera une belle opération menée avec la radio algérienne et aussi la direction des forêts. Comme chaque année, donc la plantation d'arbres aussi. Planter un arbre, c'est planter de l'espoir. C'est penser au lendemain. C'est faire un acte citoyen pour changer. Vous savez que l'arbre donne de l'oxygène et donc participe au changement contre les bouleversements climatiques. Cette fois-ci, ça sera du côté de l'Harrach. Du côté de l'Harrach, pas loin de Bent Talha, d'accord, pour redonner espoir et vie à Bent Talha et aussi se projeter sur ce magnifique oued qui était autrefois très beau, c'est l'oued Harrach, qui fait, on le rappelle, 73 km et qui sera demain... on ne va pas fuir Oued el-Harrach. On va pique-niquer sur Oued el-Harrach parce qu'il va y avoir pratiquement 1 million de mètres carrés de pelouse qui est en train déjà d'être posée sur les 2 berges de l'Oued el-Harrach. Et dans un avenir proche, on va pouvoir faire sur du logging. Ça sera une zone navigable aussi. Ce sera une zone navigable, une voie navigable de la Méditerranée jusqu'au premier pan de l'autoroute qui va de Ben Aknoun jusqu'à Dar el Beida. Donc on va pouvoir faire des randonnées en bateau, des virées en bateau sur l'Oued el-Harrach. Et l'Oued el-Harrach sera une nouvelle bouffée d'oxygène pour les Algériens. Très bien, on en parlera, Inch'Allah, plus amplement avec nos invités. Et puis, on rappelle que le 22, c'est la journée mondiale de l'eau. On va célébrer également ces jours-ci. Et le 23, la journée mondiale de la météorologie. Tout à fait, l'eau, la météo et l'arbre, il faut les 3 composants pour tracer sa route vers l'avenir. Tout à fait. Merci Hamid Belkacem. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, de parler d'écologie. Bon courage à vous. Merci, le plaisir est partagé. C'est gentil. Bon courage, bonne journée. Et puis on continue à nous intéresser aussi à tout ce qui se fait dans l'actualité. Cette fois-ci, c'est le Touareg. C'est la première édition de ce rallye Touareg dans le sud du pays. Cette fois-ci, ils ont pris comme destination Tarit et Bni Abbas. Ça continue. 3e étape cette fois-ci. Je vous invite à suivre cette étape, en tout cas, suivie par notre journaliste Dounia Hadjab. Les pilotes ont pris le départ pour la 2e boucle de cette course, Bni Abbas, Bni Abbas. Une 3e étape sur une distance de 230 km. Très difficile. Un spécial avec des pistes très rapides et du pilotage technique dans les dunes. Une journée
très dur qui ressemble un peu à ce qu'il appelait au Maroc la King Stage, c'est-à-dire l'étape la plus dure du rallye. Les participants étrangers nous ont fait part de leur bonheur d'avoir l'opportunité de découvrir des splendeurs du Sahara algérien. Donc bonjour à tous les Algériens de la part de la Belgique. C'est un magnifique pays avec des gens très très chouettes. Tout le monde se plaît ici. المرحلة قالوا لنا باللي صعيبة وطويلة في المسافة فيها واحد حوالي 240 كيلومتر. إن شاء الله ماذا بينا نزيدوا نتفوقوا إن شاء الله كما درنا الخطرة اللي فاتت هذوك الزوج وإن شاء الله هذه الثالثة إن شاء الله تكون فاني صالح الجزائر. Le désert algérien dispose d'une notoriété mondiale. C'est à la fois le plus grand, le plus beau et le plus fascinant. Voilà, après les sports mécaniques, nous allons parler tout de suite des arts martiaux. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Nous avons donc ce stage qui sera initié pour les jeunes. Ça sera le 22 et le 25 mars. Stage traditionnel de judo pour enfants. Et c'est du côté de Tizi Ouzou. Et quand on parle de Tizi Ouzou, évidemment, on parle de Monsieur Smer qui est avec nous. Saïd Smer, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue Bonjour, parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes donc l'organisateur de ces stages. Vous avez une école de judo, c'est cela? Oui. Alors, vous êtes venu plusieurs fois nous annoncer des rencontres, des débats autour donc, du judo, mais pas que, et oui. Tout le temps des invités d'honneur. Oui. Alors là, on a un invité d'honneur, n'est-ce pas, de l'Algérie et de ce stage, n'est-ce pas? Alors il s'agit de Monsieur Hervé Navarro, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Je vous remercie, vous êtes très aimable. Vous êtes un champion du monde dans votre catégorie? Non. Restons humbles. Vous étiez? Non, même pas. J'ai été champion d'Algérie, j'étais champion de France, j'ai fait des européennes, mais j'ai jamais été champion du monde. Ah, vous allez insuffler cette envie peut-être à ces jeunes que vous allez rencontrer à Tizi Ouzou. Oui. Pourquoi pas? Non, mais par contre... vous êtes quand même 9e dan, le judo. Oui, c'est un long parcours de 65 ans de pratique qui a démarré à Mostaganem, en Oranie, et puis, ma foi, j'ai fait mon bout de chemin. Je suis parti de Mostaganem en étant ceinture noire 2e dan. Et puis après, j'ai gravi toute ma carrière sportive sur Grenoble. Puis après, maintenant, sur Montpellier, où c'est que je suis arrivé
disons, un bon niveau de technique pour pouvoir me permettre d'être formateur dans les pays du monde. Voilà, et ben dans vous avez l'international. cette belle avantage en tout cas pour enseigner cette discipline aux jeunes, une discipline très, très calme et surtout dans le respect. Hein. C'est cela que vous nous avez toujours dit d'ailleurs, Monsieur Smah. Vous n'êtes pas seul non plus, vous êtes avec Monsieur Nourdine Bounegabi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Vous êtes donc entraîneur de judo et premier vice-président de la Ligue Béchar et la Ligue régionale, c'est cela, de Tlemcen? Oui. Marhaba bik. Voilà. Et vous aussi, vous avez un long parcours dans ce domaine? Oui. On a un long parcours grâce à M. Rachid Laras qui nous a fait beaucoup de soucis pour développer le judo au Sahara. Oui, c'est sûr. On le remercie. Voilà, bravo en tout cas. Et vous avez donné envie à beaucoup de jeunes de pouvoir pratiquer cette discipline, une noble discipline. Oui, on a pratiqué le judo à Béchar dans les années 60. Et ça a donné des champions, des graines de champions? Cette année, ça a avancé. Oui. On est qualifié en régional. Très bien. Ça va. Très bien. On a participé en national. Oui. Et ça marche. Voilà, et ben c'est très bien. Vous prenez part à cette belle rencontre pour Tizi Ouzou, n'est-ce pas? Oui. J'ai participé au premier stage à Tizi Ouzou. J'étais invité là. Oui. Et à partir du 26-27 mars, ils sont invités chez moi. À Béchar, à Tarit. On va faire un grand regroupement. Très très belle région. En ce moment, ils y sont pour le rallye. On a un grand regroupement des gens de talent national. Oui, j'imagine. Monsieur Smah, alors dites-nous tout sur cette belle rencontre, belle organisation et ce stage pour les jeunes. C'est donc pour les vacances? Oui, toujours. Je crois que c'est le 13e stage depuis l'ouverture de notre école. Oui. Donc c'est une coutume de l'école pendant les vacances scolaires. On rassemble les enfants, ils sont en stage pendant 5 jours, ils mangent, ils dorment là-bas. Ils sont très contents. Ils sont merveilleusement très contents, surtout les enfants qui ont des très bons résultats parce qu'on les encourage aussi. Oui. Et puis, comme d'habitude, il y a un programme, je viens de voir avant de rentrer sur le plateau sur l'environnement. Oui. On transmet aux enfants aussi le respect de l'environnement. Le stage de décembre, nous sommes sortis à la forêt d'Yakouren, on a nettoyé les enfants de bus. On a nettoyé une place, on a été à Azfoun aussi, on a nettoyé la plage aussi. On transmet aux enfants des valeurs. Vous avez de ces la gestes société. Écologiques, donc. Ah oui, absolument, on les transmet aux à enfants. Travers le judo. On est en train de voir de très belles photos. Voilà, on vous voit, vous voilà, tous. Ici, c'est ça. Dans mon dojo, avec Maître Navarro. Il est en train d'émerveiller les enfants. C'est la deuxième fois qu'il vient. J'ai la chance de le rencontrer. J'ai beaucoup appris avec lui, surtout dans le domaine de la pédagogie des enfants. Bon, j'ai passé une carrière quand même de 32 ans dans l'enseignement primaire. J'étais conseiller pédagogique, mais j'ai reçu beaucoup d'experts. Mais devant lui, je le dis que j'ai appris beaucoup de choses. Il est hors norme dans la pédagogie des enfants. Bon compliment ce matin. Vraiment, j'ai eu cette chance de le rencontrer. Alors ils sont très heureux, on les voit ici, les enfants avec leur diplôme, avec leur tenue aussi, leur kimono. Oui, ça c'était la réception. Le jour où on avait reçu, je vous dis qu'on est jumelé avec cette année avec l'école de Tarit. Très bien. Sous la direction de M. Bounegabi. Donc, on est jumelés, l'école de judo le Samouraï. Nous avons une association aussi judo et sport de Tizi Ouzou où je suis DTS. On a fait un jumelage. Vous avez reçu donc des jeunes de Béchar et de Tarit? Oui, pendant 10 jours à l'école de judo le Samouraï. Très belle photo, celle-ci. À l'école de judo le Samouraï, voilà, judo, Sawara, Tarit, Béchar, c'est une association. Magnifique. Avec l'école de judo le Samouraï. Donc, ils ont ramené un bus d'enfants. Où ils ont passé 10 jours pour nous. Ils ne connaissaient pas Tizi Ouzou, les jeunes, les enfants. La majorité, presque tout le monde. Ils étaient émerveillés. On a été à Yakouren. Voilà le stage où on a passé des moments de très beaux moments. Et surtout, ils nous ont ramené un musicien traditionnel de Tarit, Omar El Gnaoui.
Et il nous faisait des soirées sur le tapis, la nuit, et les enfants, ils sont... Ça les a changés. Oh oui, dis donc, même les parents d'élèves... ont bien profité. Ils ont bien profité. Donc le judo, c'est ça le judo, comme je l'ai toujours dit. C'est un échange. C'est une école de la vie, c'est une éducation. On transmet tout, pas uniquement... Alors, vous avez eu le sourire de ces enfants dans l'apprentissage. Vous leur avez donc donné envie d'ouvrir bien grand leurs yeux, leurs oreilles pour mieux comprendre les gestes donc, du judo. Oui, absolument. Dans la mesure où c'est que à nos enfants... on démarre toujours les séances éducatives de progression dans la technique, et où c'est que bon, c'est sûr et certain qu'on est plus tolérant aux débutants, mais après par la suite, il faut se perfectionner le geste pour acquérir la maîtrise, pour être le plus efficace possible dans la technique, et pour cela, il faut beaucoup travailler, beaucoup d'années. Voilà. Vous les avez trouvés comment, les enfants? Réceptifs? Déjà, ils sont à l'écoute et ils écoutent très bien, et puis après ils reproduisent l'image avec des corrections, et ils sont formidables. Voilà. Et donc c'est une expérience aussi pour vous, de pouvoir aller rencontrer d'autres générations, d'autres pays aussi. Oui, ça a été ma carrière de sportif, d'aller enseigner dans les pays du monde, quoi. Oui. Et là, j'arrive, par exemple, d'Argentine, où c'est que j'ai pratiqué à Buenos Aires et Salta, dans la cordillère des Andes. Et c'est toujours dans le même esprit. Alors, j'en reviens un tout petit peu à la discussion de mon ami Saïd Sma, où c'est qu'elle disait, il y a l'écologie. Oui, c'est vrai que dans nos gymnases, ou après une rencontre, ou ceci ou cela, on apprend à nos enfants à débarrasser leurs petites bouteilles ou leurs petits papiers, il n'y a rien qui traîne en principe, il n'y a rien qui traîne derrière nous. Pourquoi? Parce que les éducateurs et les entraîneurs sont là justement pour veiller à ce que c'est une école de vie. C'est une école de vie, ce n'est pas uniquement que le côté sportif. C'est une rigueur. C'est une façon de vivre. Absolument. Aussi. Et à la suite de ça, nous pratiquons des échanges sportifs comme il se passe entre Tizi Ouzou et Béchar. Et on va le reproduire également avec Tizi Ouzou et Béchar, mais ils viendront chez moi à Agde, à côté de Montpellier, cet été. Et il y aura un échange sportif, un échange humain qui sera très intéressant pour nos jeunes adolescents de connaître, et mutuellement de se connaître, et puis de s'apprécier disons dans la technicité, et puis surtout aussi dans la valeur humaine. Voilà. C'est très important. On vous voit à travers votre geste écologique, c'est cela? Oui, c'était ça, cette belle rencontre avec les judokas qui sortaient en plein air? Avec les enfants de Béchar. C'était comment dire, la forêt de Yakouren. Yakouren, très bien, très bien. On a mangé là-bas, on a nettoyé, on a bien sûr... Vous avez bien profité de la journée? Oui, très bien, du matin jusqu'au soir. Eh bien, parfait. Alors, comment se passe l'apprentissage du côté de Béchar? Ça se passe bien, on est en train de développer le judo. On a un maître, طلبوا الله ربي يعافيه سي زايد حمد ربي يشافيه سي لوي qui a tiendre le judo à Béchar. Oui. لو كان ما كانش هو الجودو في بشار كان يموت. Eh bien, alhamdoulilah. Mais maintenant on est en train de développer et suivre son chemin avec les maîtres Saïd et les gens de la fédération, les gens de la ligue régionale. Tous ces gens et ça sont en train de nous aider. D'autres rencontres comme Tizi Ouzou, d'autres wilayas, c'est un plus qu'il y ait des avec Bel Abbas, avec Tlemcen, on a des rencontres. Voilà. On a toujours... Vous avez du boulot, comme on dit. Oui, toujours. Avec les jeunes et avec l'organisation, parce que tout est dans l'organisation. Quand l'organisation est bien faite, donc bien entendu, ça se perpétue facilement et les jeunes sont plus réceptifs, on va dire. Exact. Pour ce stage de Béchar et la venue de Maître Navarro, j'ai préparé dans le programme depuis septembre.
J'ai programmé, j'ai mis sur pied dans mon dojo cette venue, l'arrivée de Maître Navarro, c'est tout un programme pour les enfants, à viser les enfants, à viser les parents d'élèves, toute une organisation aussi, même au niveau des Tizi Ouzou, des autorités aussi. Donc c'était un très grand chantier, ça nous a fait plaisir. Et puis il nous disait, Monsieur Navarro, qu'il avait donc sillonné le monde à travers ses formations. Donc le langage est un langage universel pour vous? Oui, c'est le japonais. C'est le japonais? Oui, c'est les gestes? Oui, les gestes sont partout, à peu près partout pareils. Sinon que le parler, le langage, des techniques sont en japonais. Et je pense que dans tout le monde, ça se passe bien et on se comprend en disant, par exemple, Ushimata ou Tayotoshi ou Tsubumgashi ou ceci ou cela. Ce sont des termes appris depuis tout petit, depuis l'âge de 5 ans jusqu'à adulte. Et ça fait que tous les gens du monde connaissent Uchimata ou Osotogari, enfin peu importe le nom des techniques, universel. Mais ils connaissent. Voilà, absolument. Voilà. C'est en tout cas formidable de pouvoir donc transmettre, apprendre et de trouver donc ces jeunes aujourd'hui qui sont de plus en plus intéressés à une discipline ou à une autre. Ça permet aussi de renforcer d'abord les liens entre les formateurs et surtout les jeunes. Les parents aussi sont rassurés de pouvoir voir donc leurs enfants évoluer dans une discipline. Oui, absolument. C'est pourquoi ils sont... Absolument, c'est comme l'école, au CEM, au primaire, le parent accompagne toujours, surtout chez moi, j'insiste sur ça parce que j'étais formateur dans l'enseignement aussi. Donc quand l'enfant est accompagné par ses parents au milieu scolaire, au milieu sportif, donc il est bien encadré. Nous avons tous un devoir vers ces enfants pour leur formation, pour leur éveil. Donc on encourage nos enfants à respecter l'autre et à réussir dans les études, à réussir dans le sport, à respecter la personne. Avec ces échanges, on part en France, on part à Tarit, on part à Tlemcen. Vous nous avez habitués aussi à participer aussi, vos jeunes ont participé à des rencontres internationales. Donc qu'en est-il en ce moment? Oui, nous avons des athlètes qui participent au championnat d'Algérie et tout. Et moi, en tant qu'encadreur, j'ai participé au championnat du monde de vétérans. Je suis passé même ici, aux États-Unis, en Italie. Donc ça continue toujours? Ça continue toujours, oui. Bravo. Le mois d'octobre, nous avons le championnat du monde à Marrakech, au Maroc. Donc en kata, Guting Jutsu, je m'engage, et puis en compétition. C'est extraordinaire. Donc vous avez donc une actualité très riche en ce moment. Très riche. Après le stage? Après le stage, donc on donne de l'exemple aussi à nos enfants, aux athlètes qu'il ne faut pas arrêter. Donc la pratique doit être toute la vie pour garder sa santé, ses relations humaines et tout. Donc on donne cette image aussi, même à travers nous, on doit donner des exemples. Je suis sur le tapis entraîneur et je fais de la compétition aussi. C'est formidable. Alors, parlez-nous de cet emploi du temps qui va donc vous orienter un petit peu, puisque c'est l'emploi du temps qui va gérer un petit peu toute cette organisation du stage, le 22 et 25? Oui, il commence vendredi, on termine le 25 lundi, et puis on se repose le 26, le 27, on prend 2 bus de Tizi Ouzou via Tarit, chez notre frère Bounegabi. Et les enfants, vous serez là à la réception, bien sûr. Là, il a intérêt. Et les enfants donc, de Tizi Ouzou vont profiter et de leurs vacances pour visiter aussi la région. Je suis le père du judoka Tizi Ouzou. Voilà. Et à l'occasion, il y a un petit contretemps. Normalement, notre président de la fédération qui nous a beaucoup aidés, il nous aide toujours, et surtout pour les enfants, il devrait être là. Je lui présente toutes mes condoléances pour sa famille, pour la mort de son cousin, à 33 ans. Voilà, il aurait pu être parmi nous ce matin, mais il a eu donc cette nouvelle. Il s'est excusé, il s'excuse auprès de nos téléspectateurs. On le remercie et on présente toutes nos condoléances pour sa famille. Voilà, en tout cas, merci à vous. Un dernier mot pour chacun, allez-y. On va commencer par notre invité. Eh bien, moi, je remercie mes amis qui me reçoivent d'une façon très, très fraternelle et je pense poursuivre mon voyage
sur Béchar, mais également je vais me trouver le temps d'aller à Mostaganem pratiquer où c'est que je suis né, et également au Oran, Mascara et à Mohamedia. Et puis peut-être revenir voir si mon ami Saïd Sma m'accompagne également à Béjaïa, où c'est que également j'entretiens d'excellents rapports avec des amis là-bas. Et je les attends à Montpellier, à Agde, chez moi, en stage cet été, pour qu'il y ait un échange et des enfants, et des adolescents, et des adultes. Parfait. En tout cas, bravo à vous. En vous remerciant de nous avoir reçus. C'est gentil. Bon courage, bon stage à vous également. Merci. On remercie également M. Nourdine Bounegavi. Merci beaucoup. On remercie Canal Algérie qui nous a invités pour transmettre ce message-là. On remercie M. Rachid Laras. C'est lui qui a... شو نقول لك ولا الفضل باش عرفنا بهاد الناس باش راه يجيو يديفلوبا فيه بالشهر ان شاء الله. يعطيك الصحه. avec la région de Tlemcen monsieur Marwan et Cheikh Khalifa et nos entraîneurs on a Barbaoui Youssef Douli Abdelmajid et Zaid Abdelkrim et Salhi Youssef. Voilà, vous les avez cités. Oui. Bravo à vous tous. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Smah, un dernier mot rapidement. Je vous remercie de nous avoir invités. Je suis très honoré aussi encore de recevoir Maître Navarro. On apprend beaucoup de ses connaissances, surtout à notre âge, on apprend encore. Encore, bien sûr. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. On continue très toujours. Heureux on le remercie ici devant tous nos auditeurs. Merci. Au nom des parents d'élèves et de mon école. Et de tous les techniciens de mon école. C'est fait. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Arigato. Voilà, arigato. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. J'espère que vous avez apprécié l'émission d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Bonne journée à vous tous. On se donne rendez-vous demain à 8h, 9h30. Et bonne journée à vous. Au revoir. Voilà, on est arrivé قولوا للناس قولوا للحاضرين قولوا للغايبين يتوفي خلاص قولوا للي جرني وساني ما نقطعش الياس ما نقطعش